19 h. Yorana, merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Premier cas de tricherie lié à l'intelligence artificielle à l'Université de la Polynésie. Une vingtaine d'étudiants en master a utilisé ChatGPT pour rédiger leur mémoire. Leur examen est annulé. Une étude pour mieux surveiller et surtout prévenir la ciguatera. Elle est lancée par l'Institut Louis Mallardet. Si les chiffres des contaminations sont stables, cette maladie touche bon nombre de Polynésiens chaque année. 15 ans de prison, c'est ce dont pourrait écoper l'homme accusé d'avoir mortellement poignardé son ex-beau-frère. Après 3 jours de procès aux assises, il devrait être fixé sur son sort dans la soirée. Se préparer à l'imprévisible et au pire, c'est l'intérêt de l'exercice Tsunami organisé par le Haut-Commissariat. Un scénario catastrophe pour anticiper les risques. On en parle avec le directeur adjoint de la protection civile, Cédric Rigoulet, et l'invité de cette édition. Une vingtaine d'étudiants concernés, une dizaine va être sanctionnée. L'application répertoriée dans la liste des intelligences artificielles, ChatGPT, a été utilisée pour la première fois pour tricher aux examens, a dévoilé Tahiti Info. Il s'agit d'étudiants en management et commerce international. Leurs professeurs les ont repérés. Ils n'ont fait aucune faute d'orthographe et leur style était différent, plus impersonnel, avec des formulations pas habituelles. Les explications de Natacha Silagi et Mélissa Chang. Parce que pour avoir une bonne réponse, il faut être capable de l'interroger de la bonne façon. Et c'est ça que souvent les étudiants savent mieux faire que nous. Les étudiants sont malins et savent se servir de l'application ChatGPT. Du coup, les enseignants doivent apprendre eux aussi à l'utiliser. Il faut qu'ils comprennent son utilité pour déjouer les fraudes. En effet, il me semble que toute technologie a des aspects positifs et négatifs. Et ici, nous sommes là, enseignants et autres, pour apprendre comment l'intégrer positivement, constructivement dans nos cours. Une vingtaine d'étudiants, dont 12 très impliqués, ont juste tapé le secret pour gérer une entreprise à l'international. Et le site a rédigé 5 pages en 2 minutes. Sauf que le style est un peu militaire et ne correspond pas à celui des étudiants. Leurs professeurs ont vite vu la différence. Combien tu disposes ? Comme nous sommes peu d'étudiants, nos professeurs nous connaissent bien et connaissent notre façon de rédiger, que ce soit à l'écrit, écrit manuellement ou même tapé. Il y en a beaucoup qui l'utilisent à l'université ? Moi, je ne sais pas s'ils l'utilisent beaucoup ici sur le campus, mais je sais que beaucoup d'étudiants l'utilisent pour la rédaction des mémoires qui est assez... c'est beaucoup de travail et du coup, ils ont envie d'aller à la simplicité. Un autre site, Compilatio, permet de déjouer la fraude et l'utilisation de ChatGPT. À l'université, on est réactif pour empêcher la triche. Avec l'expérience, on va le voir dans la formulation des réponses, mais c'est quand même pas évident au premier abord pour n'importe qui, parce qu'on peut aussi demander à ChatGPT d'écrire les choses ou la réponse selon la formulation de telle ou telle personne ou de tel ou tel style. Et dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus complexe. Une vingtaine d'étudiants concernés, dont une dizaine va être sanctionnée. Leur examen est annulé. Quand on attrape des étudiants plagiant, eh bien, ils passent en commission de discipline, il y a des sanctions qui tombent, etc. Justement, les sanctions, c'est annulation de l'examen et pendant 1 an, une suspension, parfois avec sursis. Alors l'annulation de l'examen, c'est systématique, bien sûr, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas leur semestre, qu'ils n'ont pas leur année, donc c'est forcément une année de redoublement. ChatGPT s'invite dans les examens, il va falloir l'intégrer dans les apprentissages. Elle affecte tous les habitants polynésiens. Je vous parle de la ciguatera. 213 cas ont été recensés l'an dernier. Des chiffres stables, mais possiblement très sous-estimés selon les scientifiques. Alors, vaincre la toxine était un grand défi pour préparer l'autosuffisance alimentaire du pays, entre autres. L'Institut Louis Mallardet lance une nouvelle étude. Diagnostic devrait à terme permettre de prévenir la maladie. Les explications de Priscilla Itev et Laura Chintu. En apparence, tout va bien pour Christine Levin, mais depuis qu'elle a été contaminée à la ciguatera en mangeant du poisson dans un restaurant de Punaauia il y a 3 mois, elle est toujours confrontée à des troubles neurologiques. Il y a 1 semaine, j'ai commencé à manger du poisson. Je mangeais petit à petit, mais tu sens qu'il y a un petit truc en fait dans ton corps qui va pas. Je sens en fait la gratte. T'as l'impression que ton sang est en ébullition, quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Démangeaisons, vomissements, diarrhée ou encore vertige, il existe 175 symptômes de la ciguatera, mais aucun traitement pour la soigner, d'où l'importance de se déclarer en cas d'intoxication. Avec sa nouvelle étude diagnostique, l'Institut Louis Malardé veut pouvoir aller plus loin dans les analyses. L'objectif ici est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser, détourner les outils que nous utilisons en routine pour savoir si un poisson est toxique ou pas. Comment on peut l'appliquer à des nouvelles matrices biologiques que sont le sang, les urines, les selles. 50 patients seront recrutés à partir d'octobre prochain et pendant 1 an et demi pour participer à cette étude. Mais la ciguatera est un phénomène complexe qui commence avant tout dans les lagons. C'est donc en mer que se concentrent les recherches de l'ILM depuis un demi-siècle. Ça va concerner essentiellement la détection de la présence de la microalgue qui est responsable des toxines qui vont intoxiquer les patients. Donc c'est rechercher selon les îles les différentes espèces de Gombiardiscus puisque c'est le nom de la microalgue. Sur les 19 espèces de microalgues toxiques dans le monde, 7 d'entre elles sont recensées en Polynésie, dont la plus dangereuse. Mais malgré ces risques, les produits de la mer sont bien souvent les seules protéines animales accessibles aux habitants des îles, pas prêts à changer leurs habitudes alimentaires. Sachez aussi qu'une plateforme en ligne existe, cigawatch.ilm.pf, vous permet de vous informer et de signaler les cas de ciguatera dans vos lagons. Accusé pour avoir poignardé son ex-beau-frère, le trentenaire qui encourait 30 ans de réclusion criminelle pourrait être condamné à 15 ans de prison si les jurés suivent les réquisitions du procureur. Lui qui avait voulu défendre sa sœur victime de violences conjugales. Plus surprenant encore, le frère du défunt s'est excusé auprès de la famille pour le mal qui a été causé. Résumé de l'audience avec Chiquita Teiva et Jacques Damour. 15 ans de prison, c'est ce qu'a requis le parquet contre le trentenaire qui a poignardé son ex-beau-frère. Ce dernier, connu pour être le plus calme de sa fratrie, a prétexté l'avoir fait pour protéger sa sœur. Que nenni considère la partie civile. Le médecin qui a autopsié la victime confirme les 4 coups de couteau, dont un mortel. Ce coup fatal, c'est celui qui est rentré tout le long de la lame, c'est-à-dire plus de 10 cm à l'intérieur du cou, du côté droit, qui est rentré, qui est allé jusqu'à la carotide. Et comme il n'a pas reçu de soins immédiats à ce moment-là, qu'à un moment donné, il est reparti le long de la servitude pour aller se réfugier chez le voisin. Ces 80 mètres qu'il a effectués pour aller se réfugier lui ont été, ça a été fatal. La partie civile a mis l'accent sur l'atroce souffrance de la victime avant de mourir. Il était certes un bagarreur, un conjoint violent, mais c'était un bosseur cherchant un moyen de s'en sortir pour ses enfants. Il s'est fait poignarder sans avoir eu le temps de réagir. Pendant ces procès, on a essayé beaucoup de le faire passer pour un monstre. Alors il avait aussi ses défauts, il avait ses mauvais côtés, mais c'était pas seulement ça, hein. Ça restait un père, ça restait un être humain. Et ce soir-là, pour moi, il n'a pas été traité comme un être humain par l'ensemble de la famille, hein, au-delà de l'accusé, mais comme un animal jusqu'au bout. L'accusé a affirmé ne pas avoir souhaité la mort. Quoi qu'il en soit, ce drame a privé 2 enfants, âgés aujourd'hui de 10 ans, de leur père. Des enfants touchés psychologiquement par les scènes de violence dont ils ont été témoins. S'entraîner pour être prêt. Au Haut-Commissariat, le poste de commandement a été mis en place pour un exercice tsunami, une simulation catastrophique. Une alerte a été enregistrée par le laboratoire géophysique de Pamat-Ay sur un tsunami au nord de Tonga d'une magnitude 8. À 9h25, il devrait toucher les îles de la Société à 12h09 et les Marquises à 13h58. Alors là-bas, tous les acteurs de la sécurité sont en action. Pompiers, gendarmes et policiers municipaux. À l'issue d'une réunion de crise, chacun va à ses tâches respectives. Robert Scalamera, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Atuona, nous explique son rôle au micro de Teama Kamia. On assiste la police municipale et la gendarmerie pour évacuer les gens le long du littoral. Et comme vous voyez, les voiliers seront demandés à partir au large. Il y aura aussi les bonnetiers qui sont OK, qui seront demandés aussi à partir au large. Les gens qui habitent tout le long du littoral seront demandés à monter sur les hauteurs jusqu'à la levée de l'alerte.
Et nous allons parler sécurité avec vous, Cédric Rigollet-Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, un tsunami est un raz-de-marée imprévisible. En Polynésie, les Marquises et la côte Est, notamment Papen'o, seraient les plus touchées. Comment est-ce que cela s'explique? Alors, ça s'explique par les différences de constitution des îles. En réalité, quand un tsunami arrive sur le territoire de la Polynésie, il concerne toutes les îles, en tout cas tout l'archipel qui est concerné. Et les îles sont tellement petites, compte tenu de l'onde du déplacement de l'eau qui arrive sur le territoire, qu'elles touchent l'ensemble des côtes, quel que soit le côté de l'île. C'est le fond marin sur le bord des îles qui fait que les effets du tsunami sont plus ou moins importants. Si le fond marin est très abrupt et qu'il y a un tombant très important et très profond avant l'arrivée sur l'île, alors le tsunami rebondit sur l'île et est renvoyé et l'onde est déviée. Par contre, si on a une côte qui est avec une pente très très douce, en fait l'onde qui se déplace va s'amplifier avec cette pente très très douce. Plus la pente est douce et plus l'amplification est importante. C'est pour ça qu'on connaît des effets des tsunamis et notamment des hauteurs d'eau beaucoup plus importantes sur les Marquises et sur la côte est de Tahiti. Ce qui n'est pas le cas au Tuamotu et au Gambier par exemple. Non, ce n'est pas le cas tout simplement parce que les îles, en tout cas l'approche de ces îles est beaucoup plus abrupte avec des profondeurs plus importantes, ce qui empêche le phénomène d'amplification du tsunami. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'une alerte est donnée, est-ce que c'est tout le territoire qui reste concerné par notamment l'application des consignes de sécurité? Oui, absolument. C'est tout le territoire sur lequel la sirène est déclenchée. Donc ça, c'est notre travail en poste de commandement au Haut-Commissariat, compte tenu des éléments qui sont communiqués par le laboratoire de géophysique, de décider le déclenchement des sirènes aux bons horaires, 2 heures avant l'arrivée de la vague, et de choisir les communes sur lesquelles nous devons déclencher ces sirènes pour que les populations puissent se mettre en sécurité. Alors justement, les sirènes, il y en a 186 en Polynésie. Est-ce qu'elles font l'objet d'une surveillance régulière tous les ans? Oui, alors plus que tous les ans, puisque tous les mois, normalement, les sirènes sont essayées. On essaye de vérifier celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et on encourage les communes qui sont en charge de l'entretien de ces matériels à engager la maintenance de ces équipements qui sont très importants pour alerter la population. Justement, pour les habitants, c'est la première alerte. Dès que nous entendons les sirènes se déclencher, eh bien, à partir de ce moment-là, quelle devrait être la réaction des habitants? Alors, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Les choses à faire, c'est d'abord de s'éloigner de la côte, de prendre de la hauteur pour se mettre en sécurité. C'est aussi de se mettre à l'écoute des médias, des réseaux sociaux, de la radio, pour entendre les consignes qui sont communiquées par les autorités. Ça, c'est les choses à faire, évidemment. Et si on est en mer, on reste en mer, puisqu'on est protégé quand on est en mer. Et puis, les choses à ne pas faire, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est d'abord de ne pas prendre sa voiture pour évacuer et se mettre en sécurité. C'est d'éviter de saturer les lignes de communication, d'éviter de passer des appels téléphoniques. Et puis, c'est d'éviter d'aller chercher ses enfants à l'école. Les enfants sont en sécurité à l'école. Les établissements sont organisés pour assurer l'évacuation, la mise en sécurité des enfants. Mais si on doit rejoindre un point de refuge, un point en hauteur, il nous faut forcément prendre notre véhicule? Alors non, il faut simplement se diriger vers le point le plus haut, à pied donc. À pied, sans prendre le véhicule. Pourquoi? Parce que sinon, on sature complètement les axes de circulation. Ça empêche d'autres personnes de se mettre en sécurité, ça empêche les secours ou les mouteuils ou les gendarmes de se déplacer. Donc il faut vraiment se déplacer à pied, se mettre en sécurité sur des zones de refuge qui sont signalisées dans certaines communes, en tout cas qui sont identifiées commune par commune en Polynésie. On se souvient tous de cette alerte au tsunami en 2021 quand un séisme avait eu lieu aux îles Kermadec. La gestion de crise avait été quelque peu critiquée. Ces exercices vous permettent-ils d'être opérationnels à 100%? Oui, d'abord les exercices sont faits pour s'entraîner, pour améliorer notre capacité à gérer ces crises. Et puis, on affine de plus en plus, notamment avec le laboratoire de géophysique, l'estimation des hauteurs d'eau. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, on déclenche les sirènes et on ne voit pas de manifestation. De plus en plus, on a la capacité de mesurer des hauteurs d'eau précises et on s'engage de plus en plus à déclencher les sirènes uniquement sur les territoires qui sont concernés. Il faut rappeler qu'à partir de 30 cm d'élévation du niveau de l'eau, il peut y avoir des risques pour les activités humaines. Et à partir d'1 mètre, on déclenche automatiquement les sirènes pour que les populations puissent se mettre en sécurité. Merci beaucoup, Cédric Rigollet, d'avoir répondu Merci à vous. À nos questions ce soir. Et nous rappelons aussi que les Australes Ouest et Centre sont en vigilance orange pour des fortes pluies. Les populations sont donc invitées à faire preuve de prudence et à respecter strictement
les consignes de sécurité. C'est assez rare pour être souligné. Un vétérinaire est en mission à Hau pour le plus grand bonheur de nos amis à quatre pattes, mais surtout pour leurs propriétaires qui n'ont pas accès aux soins. Ils en profitent alors pour les vacciner. Le professionnel propose aussi d'autres services comme la castration, la stérilisation, mais aussi le traitement antiparasite. Une première visite qui permet de faire un état des lieux avant de renouveler ou pas les escales médicales sur l'atoll. On écoute ces réactions recueillies par Mathieu Allou. C'est une très bonne chose pour nous, les habitants de Hau, d'avoir un vétérinaire qui arrive à se déplacer parce que c'est vraiment utile puisque aller à Papette avec notre animal, c'est super compliqué. Le but, c'est vraiment de faire un premier contact, déjà de voir les besoins qu'il y a sur l'île, faire un peu un point sur tout ce qui est population animale aussi, voir un petit peu rien qu'en observant, voir s'il y a beaucoup d'errance animale, etc. D'aider donc de faire ce qu'il y a à faire pour les gens qui ont pris rendez-vous et puis du coup un peu de motiver les autres propriétaires qui sont un petit peu encore sceptiques, qui sont pas décidés à s'occuper de leurs animaux et voir justement faire un premier contact et de pouvoir dire aux gens après qu'on va renouveler la mission. Dans l'idéal, ce serait tous les 6 mois, après au minimum une fois par an. On connaît les bijoux fabriqués en fibre de coco et il y aura bientôt peut-être des cordes tressées. Comme les Indonésiens ont coutume de dire, il y aurait autant d'usage de la noix de coco qu'il y a de jours dans l'année. C'est certainement très proche de la réalité. Ar-Ayatia, un directeur de société, commence à expérimenter le matériau avec des machines commandées en Asie. Thierry Lison redonne de l'avenir à la matière première utilisée dans son entreprise. La production est lancée, mais pas de commercialisation avant des tests en laboratoire. Il fait partie du programme Protège. Il nous explique les différentes utilisations de la fibre de coco au micro de Julien Vescovali. Cette tourbe de coco, elle nous permet de fabriquer notre terreau de semis. Le deuxième produit qu'on va pouvoir sortir, c'est la fibre de coco et qui, elle, est employée dans les cordes de coco, cordelettes de coco, qu'on peut utiliser aussi dans l'agriculture, mais aussi dans la perliculture, par exemple, ou les emplois en marin. Et le troisième produit, c'est un produit qui va nous servir de paillage. Mélange de la coque de coco, de fibres plus fines et de tourbe. Et donc ça, on peut pailler les champs et éviter que les mauvaises herbes repoussent. Ar-Ayatia toujours, le Moai des Pasquans Terango Tereimana a été inauguré hier lors d'une cérémonie culturelle alliant danse et orero. Sur place, le président de la Polynésie ou encore la sénatrice et une délégation pasquane. Vous le savez, la sculpture avait été offerte à l'association Ar-Ayatia Nui lors du festival de Tapu Tapu Ate en 2019. Depuis, elle était restée dans une casse. Aujourd'hui réhabilitée, elle trône au centre-ville de Uturoa et devient le cliché parfait pour les visiteurs. Une fierté, nous dit Raina, originaire de l'île de Pâques. Elle le dit au micro de Julien Vescovali. C'est pas la première fois qu'on a en Polynésie, mais je pense que ça doit être le premier qui arrive sur Ayatia. Et c'était un grand événement qu'on attend apparemment depuis un bon moment, depuis 4 ans déjà que ça se prépare. C'est un grand honneur pour nous parce que justement c'est le berceau de la civilisation polynésienne et c'est un très grand honneur pour chacun d'entre nous d'avoir un mois ici sur Ayatia. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous en rappelons le titre principal. C'est une première en Polynésie. Une vingtaine d'étudiants a utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT pour tricher aux examens, rédiger leur mémoire de master en l'occurrence. Ils ont été démasqués et une dizaine sera sanctionnée. Votre quotidien Tahiti Info vous parle demain d'un sujet de société avec ce titre « Cannabis, les lignes bougent ». Sur vos écrans ce soir, Bleu Océan vous fait visiter les Gambiers. Grâce à sa beauté naturelle et préservée, l'île est une destination incontournable pour les visiteurs. Et puis ce nouveau rendez-vous, 60 minutes Outre-mer, est une émission débat. Elle tente de décrypter l'indispensable évolution des relations entre les Outre-mer et l'État. Parmi les invités, le président Moetai Broderson. Merci d'avoir suivi ce journal. Très belle nuit et à demain. On se quitte en musique.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.